Paris, 15 mars 2026, 18h45. Emmanuel Macron raccrocha figé dans le silence pesant de son bureau présidentiel. Le couperet venait de tomber. Sébastien Lecornu, son bras droit à Matignon depuis 1 an et demi, quittait le navire. L'annonce brutale laissait le chef de l'État sonner, pris dans l'œil d'une tempête politique qui, il le pressentait à peine, allait exploser dans les heures à venir. Ce qu'il pensait n'être qu'un simple transfert de responsabilité allait se muer en une reddition en bonne et due forme. « Il ne va quand même pas me lâcher comme ça », soufflait-il en marchant nerveusement entre les dorures. Il voulait croire à un bluff, une carte jouée pour arracher des concessions. Mais la voix froide, résolue entendue à l'autre bout du fil, ne laissait aucun doute. Lecornu avait claqué la porte, pour de bon. À peine la ligne coupée que la rumeur enflait déjà. L'info s'était échappée comme une traînée de poudre et c'est BFM TV qui dégaina la première. Sébastien Lecornu remet sa démission à Emmanuel Macron. Le scoop explosa à l'écran puis rebondit dans toutes les rédactions, déclenchant une véritable secousse dans le monde politique hexagonal. À l'Élysée, c'était le branle-bas de combat. Alexis Kohler, visage fermé, activa en vitesse une réunion de crise. Il nous reste peut-être 2 jours avant que tout s'effondre. Lâcha-t-il le regard sombre devant un cercle de conseillers en costume serré, réunis dans l'or étincelant du salon présidentiel. Pendant ce temps, Macron composait frénétiquement numéro sur numéro. Il fallait un remplaçant immédiatement. Mais voilà, remplacer Lecornu n'était pas un simple changement de casting, c'était un casse-tête à plusieurs dimensions. « Faites-moi joindre Édouard Philippe », lança le président d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Pour lui, l'ancien chef du gouvernement désormais installé à l'hôtel de ville du Havre représentait l'option idéale, un vétéran solide apprécié de presque tout le spectre politique et doté d'un vrai poids institutionnel. À 19h30, Philippe répondit enfin. « Emmanuel, j'ai entendu la nouvelle concernant Sébastien. Dommage. » Macron bondit sur l'occasion. « Édouard, la situation est grave. Je compte sur vous. Le pays compte sur vous. » Une supplique présidentielle presque. La réplique, elle coupa net tout espoir. « Monsieur le Président, je suis ancré au Havre. Je vous souhaite courage et réussite, mais ce rôle n'est plus le mien. » Et voilà premier nom. Un refus clair, sec, indiscutable. Macron venait à peine d'essuyer un nom qu'il enchaînait déjà sur un autre espoir. « Tentez Bruno Le Maire », lança-t-il comme on joue sa dernière carte. Ministre de l'économie, figure reconnue à l'international, profil carré et rassurant, c'était un choix logique. Problème, à 20h, Bruno était à Bruxelles au cœur d'une réunion européenne. Macron, sans attendre, lui passa un appel direct. « Bruno, il faut que vous rentriez d'urgence. J'ai une proposition sérieuse à vous faire. » Mais à l'autre bout, la voix restait mesurée. « Emmanuel, vous savez que je vous soutiens. Mais Matignon, ce n'est pas mon terrain. Je suis mieux à Bercy. » Claque numéro 2, une loyauté certes, mais sans engagement. Là, dans les coulisses de l'Élysée, l'angoisse s'installait. Si même nos fidèles nous tournent le dos, qui acceptera encore? Lâcha un conseiller les yeux dans le vide. Alors, à 20h30, Macron tenta une nouvelle approche. Et si c'était l'heure de donner sa chance à un ambitieux Gérald Darmanin, était tout désigné. Le ministre de l'Intérieur n'a jamais caché son appétit pour Matignon. Appelé pendant une réunion préfectorale à Lille, il répondit avec précaution « C'est un immense honneur, Monsieur le Président, mais j'aurai besoin de 24 heures. Ce genre de décision engage bien plus qu'une fonction. Pas un refus, mais pas un oui non plus. » Le suspense continuait. L'heure tournait et avec elle, l'autorité présidentielle fondait à vue d'œil. Sur les chaînes d'infos, les bandeaux défilaient, en boucle tous plus alarmants les uns que les autres. Macron face à son Everest politique. Qui pourra combler le vide laissé par Lecornu? Isolé dans son bureau, le président feuilletait nerveusement son répertoire. Chaque nom rayé était un nouvel aveu d'impuissance. Elisabeth Borne. Son nom évoquait trop de revers récents. Gabriel Attal brillant, mais encore vert. Marlène Schiappa. Même pas envisageable dans la tempête actuelle. À 21h30, il tenta une autre carte, François Bayrou. Vieille garde fidèle, solide expérience respectée dans les cercles républicains. « François, j'ai besoin de vous plus que jamais », implora Macron. La réponse empreinte d'affection mais ferme. « Emmanuel, vous savez que je vous porte une loyauté sincère.
Mais à mon âge, Matignon serait une montagne, et puis les gens de Pau n'y verraient pas clair. Troisième coup dur, encore un non. L'horloge approchait dangereusement les 22 heures, et toujours aucun nom pour remplacer le cornu. La tension était à son comble, les murs de l'Élysée semblaient se resserrer autour de Macron. C'est alors qu'Alexis Kohler, d'une voix posée mais ferme, lança « Monsieur le Président, et si on sortait des sentiers battus ?» Quelqu'un de plus neutre, un expert, un profil technocratique. Macron hocha la tête. Une idée surgit Jean Castex, ancien locataire de Matignon aujourd'hui, maire discret de Prades, mais rompu au rouage du pouvoir. À 22h15, le téléphone sonna. « Jean, j'ai besoin de vous. Le pays a besoin de votre savoir-faire. » Mais la réponse fusa sans détour. « Emmanuel, j'ai déjà tout donné à ce poste. Ça m'a coûté trop cher. Ma famille a souffert. Je ne recommencerai pas. » Encore un refus. Le quatrième, et celui-ci portait une touche de douleur personnelle. Dans les couloirs de l'Élysée, les visages se fermaient, les regards s'évitaient, l'angoisse rampait. Et si on n'y arrivait pas, souffla un conseiller à peine audible. Acculé, Macron tenta l'impensable, joindre Michel Barnier, un vétéran de la droite respecté, calme incarnation d'un consensus républicain. « Michel, la maison brûle. Votre expertise européenne serait précieuse en ces temps troublés. » La réponse polie mais glaciale. « Monsieur le Président, je suis sincèrement touché, mais à mon âge, porter Matignon serait un fardeau démesuré. Et puis mes amis chez les Républicains n'apprécieraient pas ce grand écart. » Cinquième tentative, cinquième mur. L'Élysée sombrait dans l'improvisation. Il était près de 23 heures et le fauteuil de Premier ministre restait désespérément vide, pendant que Macron enchaînait les échecs Twitter lui flambait. Le hashtag like Macron and panic s'imposait en tendance pendant que les opposants politiques dégainaient leurs pics comme des flèches. Marine Le Pen n'y allait pas par 4 chemins. Macron réalise enfin qu'il n'a plus personne autour de lui. Jean-Luc Mélenchon enfonçait le clou. Personne ne veut endosser l'échec d'un pouvoir à bout de souffle. Et la palme de la cruauté revenait à un tweet anonyme. Le roi est nu, il cherche des fidèles, mais qui veut du trône quand le royaume s'effondre, 23h30. Dans le silence pesant de son bureau, Emmanuel Macron s'affalait lessivé, le regard vide. « Comment en est-on arrivé là, Alexis ?» demanda-t-il d'une voix lasse. « Sébastien était notre roc, le seul qui tenait l'édifice. Maintenant qu'il est parti, il ne reste rien. » Derrière cette phrase, un aveu brutal en 1 an et demi, le cornu était devenu l'ossature de tout le système. Il gérait, il tamponnait, il encaissait. Et sans lui, c'était le gouffre. Minuit sonnait quand Emmanuel Macron tenta un ultime coup de fil. Cette fois, il misait sur Catherine Vautrin, ministre chevronnée des Territoires. « Catherine, vous avez la double casquette, le terrain et l'institutionnel. Vous seriez parfaite. » Elle répondit avec douceur mais fermeté. « Monsieur le Président, je suis sincèrement honoré, mais Matignon, je ne m'en sens pas capable. C'est un poids trop lourd à porter. » 6e échec. À 00h30 épuisé, physiquement vidé moralement, Macron finit par jeter l'éponge pour la nuit. « On reprendra demain. Quelqu'un finira bien par dire oui, » souffla-t-il sans grande conviction. Mais le sommeil, lui, ne daigna jamais venir. Allongé les yeux ouverts sur le plafond de l'Élysée, le président rembobinait dans sa tête les mois passés avec le cornu, les tempêtes traversées, les compromis arrachés, cette étrange alchimie de confiance qui s'était tissée et qui lui manquait déjà cruellement. À peine 1 heure plus tard, incapable de rester couché, Macron s'était relevé. Il parcourait les gros titres, tous plus accablants les uns que les autres. Macron en errance, toujours pas de Premier ministre. L'Élysée sous tension. Mais qui voudrait encore de ce poste, Monsieur le Président? Un conseiller entra l'air préoccupé. Les marchés commencent à vaciller. L'euro plonge face au dollar. Il faut vite restaurer un semblant de stabilité. 7h30. Le téléphone du président se remettait à chauffer. Cette fois, plus question de grands noms. Il fouillait plus profondément dans le vivier politique Stéphane Travert, ex-ministre de l'Agriculture, Jacqueline Gouraud, passée par la cohésion des territoires, et même en dernier recours Marlène Schiappa, malgré les nombreuses réserves.
Mais la réponse fut toujours la même répétée avec courtoisie et fermeté non. La crise avait pris une telle ampleur que même les plus ambitieux des ambitieux préféraient fuir plutôt que de s'y brûler les ailes. Entre l'effondrement des sondages, l'instabilité généralisée et l'odeur persistante de naufrage politique, plus personne ne voulait mettre les pieds à Matignon. 8 heures. Un constat glaçant s'imposait lentement à Emmanuel Macron. Personne ne voulait prendre la suite de l'écornu. Le silence pesait lourd dans la salle quand un conseiller presque à voix basse osa briser l'impasse. « Monsieur le Président, et si on recontactait Sébastien, peut-être qu'il reviendrait sur sa décision ?» Personne ne répondit. Seuls les regards gênés se croisèrent. Cette proposition sonnait comme un aveu d'échec cuisant. Faire marche arrière. Ce serait reconnaître publiquement une vérité douloureuse. Le pouvoir de Macron ne tenait plus que par la volonté d'un seul homme. À 8h30, le vernis de l'orgueil s'était fissuré. Place au réalisme. « Appelez Sébastien » lâcha Macron d'un souffle rauque. Kohler hésita. « Vous êtes sûr ? Si ça se sait, l'opinion ne vous fera pas de cadeau. » Macron le coupa net, le ton tranchant. « Je vous ai dit de l'appeler. » Quelques secondes plus tard, « Bonjour Emmanuel. » Sébastien, il faut qu'on parle. Cette démission, peut-être qu'on peut trouver un terrain d'entente. Emmanuel, ma décision est prise. Tu sais pourquoi? Je te l'ai dit hier. Mais écoute-moi, Sébastien. La France a besoin de toi. Et moi aussi. Ces dernières heures m'ont ouvert les yeux. Tu es irremplaçable. Et là, pour la toute première fois de sa présidence, Macron suppliait pas un discours politique, pas une négociation. Une supplique pure et nue adressée à celui qui visiblement tenait désormais les clés du pouvoir. 9 heures tapantes. L'échange entre Macron et Lecornu se prolongeait tendu mais encore ouvert. Le président déroulait ses arguments comme un avocat au bord du gouffre, l'intérêt supérieur de l'État, le besoin vital de stabilité, les chantiers brûlants qui n'attendaient pas. Mais en face, Lecornu ne fléchissait pas. Emmanuel, ce que vous me demandez, c'est de revenir sur une décision longuement mûrie, profondément réfléchie. Ce n'est pas un caprice. Et pourtant, une faille infime s'ouvrait. Il laissa entendre du bout des lèvres qu'un retour n'était pas impossible, à condition que les règles du jeu changent. Il voulait des garanties, de vraies. Pas de promesses floues, pas de sourire devant les caméras, des réformes dans le fonctionnement même du pouvoir. 09h45. Une brèche s'ouvrait, étroite mais réelle. Quelle garantie, Sébastien? Qu'est-ce qu'on doit changer? On changera tout. Macron n'argumentait plus, il implorait, et Lecornu, désormais en position de force, posait calmement ses conditions. Une totale liberté dans la composition de son équipe, un droit de regard et même de blocage sur certaines décisions venues de l'Élysée, et surtout ne plus jamais être humilié en public. Macron hocha la tête. Tout était accepté. « Reprenez Matignon, dès maintenant. Tout ce que vous exigerez, je le signerai. » À cet instant précis, la présidence venait de changer de main. 10h30, Sébastien franchissait de nouveau les portes de Matignon. « Je vais y réfléchir », lâcha-t-il tout en s'installant dans son ancien fauteuil. Quelques mots à peine. Mais pour Macron, c'était déjà une lueur d'espoir après 13 heures de chaos. Dans les coulisses de l'Élysée, le soulagement se diffusait comme une brise tiède. « Il va dire oui, chuchotait-on. Il ne peut pas abandonner le président maintenant. » Mais Lecornu savait exactement ce qu'il faisait. Il laissait planer le suspense. Il goûtait sa toute nouvelle position de force. Il faisait durer, parce qu'il le pouvait. Midi approchait et toujours aucun mot définitif. Alors Macron reprit son téléphone. Deuxième tentative. « Sébastien, alors, vous vous êtes décidé. » « J'y pense encore, Emmanuel. Ce n'est pas une décision qu'on prend à la légère. » 12h30. Les rumeurs prenaient de l'ampleur. BFM TV annonçait « Selon plusieurs sources proches de l'Élysée, des discussions seraient en cours pour un éventuel retour de Sébastien Lecornu. » Et soudain, tout un pays se mit à retenir son souffle. Macron décrocha pour la 3e fois de la journée. La voix était plus urgente, plus tendue. « Sébastien, les marchés s'emballent. L'opposition tire à boulet rouge. Je vous en prie, il faut que vous reveniez. » Mais cette fois, Lecornu ne laissa pas passer.
Ah, Emmanuel, je ne reviendrai que si les règles changent. Fini les humiliations en public, fini les décisions derrière mon dos. Macron ne tenta même pas de négocier. C'est noté, vous avez ma parole, ma confiance totale. 13h30. Très bien alors, répondit calmement le cornu. Je reviens, mais souvenez-vous bien de ce que nous avons convenu. Je n'oublierai rien. En moins d'une journée, tout venait de basculer. L'Élysée publiait un communiqué laconique. Monsieur Sébastien Lecornu a décidé de retirer sa démission. Il reprend ses fonctions de Premier ministre. Un tremblement de terre politique, une onde de choc. Sur les réseaux, les réactions explosaient comme du pop-corn dans une casserole brûlante. Macron a plié, lançaient les opposants. Il aura fallu 24 heures pour admettre que sans Lecornu, le roi est nu. 14h30. Conférence de presse convoquée à la hâte à l'Élysée. Devant les caméras, Emmanuel Macron apparaît visiblement éprouvé, le visage marqué, la voix moins ferme qu'à l'accoutumée. Il tente tant bien que mal de contrôler le récit. Les circonstances ont évolué. Monsieur Lecornu a choisi de poursuivre son action dans l'intérêt supérieur du pays. Mais la salle n'est pas venue pour l'écouter en paix. Les journalistes enchaînent sans pitié. Monsieur le Président, avez-vous été contraint de supplier votre Premier ministre? Comment expliquer qu'aucune figure politique n'ait accepté ce poste? Macron tente de garder la ligne, la politique n'est pas faite de certitudes mais de compromis. Et aujourd'hui, nous avons pris la meilleure décision possible pour la France. Mais dans son regard, on devinait que le coup avait laissé des traces. Dans les travées de l'Assemblée nationale, les discussions vont bon train. Il a perdu la main. C'est clair, glisse un député de l'opposition. Le président s'est fait mettre en cage par son propre Premier ministre. À 15h30, les images parlent d'elles-mêmes. Sébastien Lecornu fait son grand retour à Matignon. Détendu, presque triomphant, il salue brièvement les journalistes agglutinés devant les grilles. Pas un mot, aucun commentaire. Mais ce silence pesé, calculé, en disait plus que 1000 discours. Il n'avait pas simplement repris sa place. Il venait de prouver qu'elle ne pouvait exister sans lui. Dans son bureau de Matignon-le-Cornu trônait à nouveau. Il n'avait pas besoin de parler. Ses collaborateurs le faisaient pour lui. « Félicitations, monsieur le Premier ministre », lança l'un d'eux avec un sourire malicieux. « Vous venez d'offrir un véritable cours magistral sur la maîtrise du pouvoir, au président lui-même. » 16h30. Premier conseil des ministres depuis la débâcle, l'ambiance électrique. Autour de la table, tous les regards allaient et venaient entre Matignon et l'Élysée. Macron raide silencieux, Lecornu impassible mais désormais central. Personne ne disait un mot mais chacun avait compris, le centre de gravité du pouvoir venait de glisser. Le Premier ministre n'était plus un exécutant. Il était devenu la clé de voûte. Rien ne tournerait sans lui. Les premiers éditos politiques tombèrent comme des couperets. En 24 heures, Macron a perdu ce qui lui restait d'autorité, écrivait un analyste du Figaro. 17h30. Les opposants flairèrent le sang et s'engouffrèrent. Marine Le Pen dégaina la première. « Le président est fini. Il n'a plus la main. C'est un pantin sous contrôle. » Puis vint Mélenchon, plus tranchant encore. Ce chaos révèle l'essence même du macronisme, un homme seul, sans racines, qui dépend entièrement de ceux qui l'entourent. Et ce qui n'était hier qu'une crise politique devenait désormais une crise d'autorité présidentielle. 18h. Les premiers chiffres tombent et ils piquent, la confiance envers Macron s'effondre, chute brutale. Et pendant que le président dévisse, Lecornu lui grimpe dans les sondages, comme s'il venait de sauver la nation à lui seul. 18h30. Ambiance plombée à l'Élysée. Dans son bureau, Macron débriefe la débâcle avec ses fidèles. « On a évité le naufrage », tente Alexis Kohler pour redonner un peu de couleur à la pièce. Sébastien est revenu, le navire tient. Mais Macron coupe sec la voix amère. « Éviter le pire, j'ai passé 24 heures à supplier tout mon ancien gouvernement et ils m'ont tous tourné le dos. J'ai fini à genoux devant Lecornu. C'est l'humiliation la plus violente de toute ma vie politique. » Et pendant que le président ruminait, le nouveau maître des horloges s'installait. Sébastien Lecornu, conforté par cette victoire symbolique, n'attendait plus. Il restructurait, redistribuait, redéfinissait les règles. « Aïe, dorénavant, toutes les décisions majeures passeront par Matignon.
annonçait-il à ses équipes. Aucune communication, aucun projet sans notre validation. Un coup d'État en costume 3 pièces. À 19h30, Macron comprenait enfin ce que cela impliquait. Son téléphone sonne. C'est Le Cornu. « Emmanuel, j'ai vu que vous comptiez annoncer la réforme des retraites demain. Il faudrait qu'on en parle d'abord. » Oui. Le président de la République devait désormais obtenir le feu vert de son Premier ministre. Dans les salles de rédaction, les plumes s'activaient. Le Cornu n'a pas pris Matignon. Il a pris le pouvoir, lâché un constitutionnaliste en direct sur une chaîne d'infos en continu. 20h30. L'humiliation présidentielle touchait à son paroxysme. En une journée, Emmanuel Macron était passé de monarque républicain à figurant dans sa propre pièce. Ce soir-là, en silence, dans la solitude de ses appartements, le chef de l'État contemplait l'ampleur du désastre. Il pensait renvoyer le Cornu, ce fut l'inverse. C'est lui qui fut écarté, vidé de sa substance. Et ces 24 heures à peine croyables resteraient gravées comme l'instant exact où un président en exercice perdit, tout sauf son titre, obligé de supplier son propre Premier ministre pour rester à la barre du navire France. Un semestre s'est écoulé et la blessure diplomatique est toujours béante. Lors du sommet européen, les regards ne trompent personne. Emmanuel Macron n'est plus le centre de gravité. Ce n'est plus à lui qu'il faut parler. Le vrai décideur, c'est Matignon. Lâche, mi-sérieux, mi-moqueur, un chef d'État étranger dans un off, capté par un micro indiscret. Cette fameuse journée de chaos, cette course contre l'humiliation, a laissé une trace indélébile. Macron, jadis maître du tempo, est désormais en retrait flanqué de son Premier ministre devenu l'homme orchestre du régime. Le système déjà branlant a craqué sous la pression. Le Cornu, lui, n'a pas seulement résisté, il a pris la lumière, l'a gardée et redéfini les règles du jeu. Il aura suffi de 24 heures, un refus bien placé et un président en détresse pour bouleverser l'équilibre d'une république. Ce moment restera dans les manuels, l'instant précis où le locataire de l'Élysée a compris que sans Matignon, il n'était qu'un titre vide. Et où le locataire de Matignon a réalisé qu'un simple « non » pouvait ouvrir toutes les portes. C'est l'histoire d'une abdication express en 24 heures top chrono. 1 an plus tard, la plaie est encore vive. Emmanuel Macron n'a jamais vraiment digéré l'affront. Dans le cercle restreint, il lâche parfois la voix basse. « Ces quelques heures m'ont ouvert les yeux, sans Sébastien, je ne suis qu'une silhouette. C'est la gifle la plus brutale de toute ma carrière. » Cette confidence presque murmurée révélait la profondeur du choc. Le jeune prodige de la politique, celui qui bousculait les institutions à 39 ans, avait touché sa limite. Cette nuit-là, il a pris 10 ans d'un coup, glissé un intime. Et depuis, l'homme fort de l'Élysée s'est effacé, fracturé. Il n'a jamais vraiment guéri de cette mise à nu brutale. La phrase fatidique « Le Cornu gouverne, Macron suit » s'était propagée comme une traînée de poudre dans les arcanes du pouvoir. Elle s'échangeait à mi-voix dans les couloirs de l'Assemblée, s'infiltrait dans les débats télévisés, s'inscrivait dans les éditoriaux acérés. Mais au-delà des frontières, l'écho de cette crise ne s'était pas tu non plus. Lors du sommet du G7 en Italie, 6 mois après le séisme institutionnel français, les regards étaient lourds de sous-entendus. Dans les rangs diplomatiques, le constat était partagé, quelque chose avait changé. Joe Biden, en aparté avec ses conseillers, aurait soufflé « Emmanuel semble effacé ». Il regarde son téléphone plus souvent qu'il ne parle. Il attend sûrement l'aval de son chef de gouvernement. Même Angela Merkel, pourtant peu encline aux commentaires désobligeants, aurait glissé à voix basse « Ce n'est plus le Macron que j'ai connu. Cette tempête l'a transformé. » Ainsi, l'humiliation présidentielle ne s'était pas arrêtée aux grilles de l'Élysée. Elle s'était exportée, analysée, disséquée. Et avec elle, c'est l'image de la France qui s'était fanée un peu plus sur la scène mondiale. Lorsqu'un chef d'État devient l'exécutant de son propre chef de gouvernement, c'est toute la stature internationale du pays qui s'effondre, glissait avec amertume un haut diplomate européen. Et pendant que Macron perdait l'initiative, Sébastien Lecornu, lui, se révélait dans toute sa puissance stratégique. En une seule journée, il avait renversé l'échiquier politique et forcé l'Élysée à jouer ses pions à reculons. C'était du grand art, soufflait un ancien locataire de Matignon admiratif,
En un éclair, Lecornu avait démontré à Macron qu'il n'était plus un collaborateur mais l'architecte du pouvoir. Désormais, c'est lui qui distribue les cartes. Les constitutionnalistes fronçaient les sourcils. On n'est plus dans un régime parlementaire mais dans une mutation rampante, s'alarmait Dominique Rousseau. Le pouvoir exécutif censé se partager entre l'Élysée et Matignon avait changé de centre de gravité. Désormais, c'était Lecornu qui tenait les rênes et ça ne le dérangeait pas le moins du monde. Sébastien a senti la faille. Il a plongé dedans sans hésiter, analysait un politologue amusé. Armé de cette ascension éclair, l'homme gouvernait en roue libre, aucun contre-pouvoir présidentiel à l'horizon. Il décidait et le chef de l'État lui acquiesçait. Et cela ne se limitait pas à un domaine. Dans les sphères diplomatiques, sociales, économiques ou législatives, la partition était jouée par Matignon. L'Élysée, un simple spectateur. La scène la plus révélatrice fut celle de la réforme des retraites, septembre 2027. Macron voulait 65 ans, Lecornu optait pour 64. Et comme par magie, 64 fut la loi. Le président a plaidé pour 65 le matin et juré sur 64 l'après-midi, se moquait un reporter. Entre les deux, une conversation avec l'homme fort du moment. Une démonstration limpide, le Premier ministre tranchait, le président s'alignait. Les opposants politiques ne perdaient pas une occasion de tirer à boulet rouge tant sur le nouveau visage de l'exécutif. Marine Le Pen, avec sa verve habituelle, décochait flèche sur flèche. Macron, ce n'est plus qu'un pantin dont les fils sont tenus par Matignon. Mélenchon lui enfonçait le clou avec un sourire narquois. 2 têtes à l'Élysée, une seule, avec un cerveau, celle de Lecornu. Et le pire, ces pics faisaient mouche. Emmanuel Macron, jadis incarnation verticale du pouvoir, semblait désormais déconnecté de l'autorité que la vieille République confère à son rôle. Un éditorialiste s'amusait même à poser un diagnostic. Ce pauvre Emmanuel est atteint du syndrome de Stockholm version politique. Il s'attache à celui qui le domine. Cette emprise mentale se manifestait jusque dans les cérémonies officielles. Lors du discours des vœux 2027, l'écriture présidentielle avait été validée par Matignon. Le texte a été relu, modifié et tamponné par Lecornu, confiait un collaborateur. Résultat. Le chef de l'État ne prend plus la parole sans passer par le filtre de son propre Premier ministre. Jamais la République n'avait connu pareille inversion des rôles. On en venait à se demander le président de la République élu par le peuple n'était-il plus qu'une marionnette tenue par les ficelles de son propre Premier ministre simple, nommé un cas sans précédent depuis la naissance de la République. Notait l'historien Jean Gary incrédule. Jamais dans les annales de la VE n'avait-on vu un président aussi effacé, relégué à l'arrière-plan de son propre gouvernement. Et cette domination ne se limitait pas aux grandes orientations politiques. Non, elle s'étendait aux détails les plus triviaux. C'est Lecornu qui dressait la liste des convives pour les dîners d'apparat. C'est lui qui décidait de l'agenda qui donnait le feu vert aux déplacements qui jetaient un œil ou deux sur les discours. Un huissier lâchait dans un soupir « tout passe par Matignon ». Même les menus sont validés par Sébastien. Cette mainmise méticuleuse montrait jusqu'où l'influence du Premier ministre s'était insinuée. Plus rien ne sortait de l'Élysée sans son estampille. Autour de Macron, les fidèles de la première heure assistaient impuissants à l'effondrement progressif du leader qu'ils avaient vu conquérir le pouvoir. Alexis Kohler, Ismaël Émilien Sibeth Ndiaye, tous voyaient un homme transformé. L'un d'eux confiait résigné « Emmanuel n'est plus que l'ombre de lui-même ». L'humiliation avait laissé des traces profondes. Macron n'était plus sûr de rien, pas même de ceux qu'il appelait autrefois sa garde rapprochée. La machine présidentielle jadis, si assurée, tournait désormais au ralenti. Les décisions majeures repoussées, les arbitrages remis à plus tard. Il était impulsif, il est devenu paralysé par le doute, confia un ministre avec un brin de pitié. Ironie du sort, ce virage vers la prudence, censé rassurer, ne faisait que creuser l'écart avec Matignon. Car pendant que Macron pesait le pour et le contre, Lecornu lui agissait. Ce décalage de rythme se transformait en avantage politique. Pendant que le président réfléchissait, le Premier ministre décidait, et c'est bien cela que le pays semblait vouloir. Sébastien l'a très vite compris, gouverner, c'est savoir trancher sans trembler, sourit l'un de ses conseillers. À l'Élysée, on discute,
À Matignon, on agit. Cette stratégie du mouvement immédiat du pragmatisme sans détour parlait à une opinion publique fatiguée de l'immobilisme. Les Français, épuisés par des années de gouvernance hésitante, avaient fait leur choix. Les sondages le disaient sans détour, 67% d'entre eux préféraient Lecornu à Macron pour décider vite et bien. La confiance avait changé de camp. Les courbes étaient sans appel, tandis que la popularité présidentielle chutait comme un vieux drone sans batterie, celle de Matignon, atteignait des sommets. Du jamais vu sous la 5e, lâchait stupéfait un expert en opinion. Jamais un chef du gouvernement n'avait volé la vedette au président avec autant de panache, ni aussi publiquement. Le symbole était violent, la star de l'exécutif n'était plus à l'Élysée, mais à Matignon. Cette adoration soudaine pour Lecornu faisait naître toutes sortes de scénarios. Dans les cercles du pouvoir, une question tournait en boucle, et si Sébastien se lançait en 2027, même si Macron voulait briguer un nouveau mandat, comment justifier sa place face à celui qui, dans l'ombre, avait tout dirigé? À l'Élysée, cette hypothèse était vécue comme un film d'horreur. Être écarté non pas par l'opposition, mais par son propre Premier ministre, le comble de l'humiliation. Le boss devenu figurant. Emmanuel en fait des insomnies, lâche un conseiller dans un souffle. Il le sait, face à Sébastien, il n'a pas les épaules. Et il a de quoi s'inquiéter. Lecornu, c'est l'anti-Macron solide, rodé, respecté, populaire dans les sondages et stratège au sein de la majorité et surtout crédible. Quand on le compare à Macron, c'est un peu comme opposer un chirurgien à un magicien de foire, résume sèchement un analyste politique. Si les Français votaient, demain le suspense serait inutile, la messe est dite. Ce constat partagé dans les couloirs du pouvoir comme sur les plateaux télé en disait long sur l'ampleur du séisme institutionnel. En 18 mois à peine, les rôles se sont inversés. Macron, ex-homme fort, s'est effacé. Et dans l'espace vide, un nom s'est imposé, Sébastien Lecornu. Aujourd'hui, c'est lui qui tient la barre. L'Élysée n'est plus le centre du pouvoir. La Ve République vit une anomalie historique, un président effacé, un Premier ministre omnipotent, du jamais vu. Et peut-être un avant-goût du futur. Ces 24 heures ont fait trembler les fondations de la République, soufflait un historien de renom. Un président mis à genoux par son propre Premier ministre, l'image est gravée au burin dans les archives de la VE République. C'était le tournant, celui où le chef de l'État réalise brutalement qu'il n'est rien sans son bras droit, et où ce bras droit comprend lui que le pouvoir ne se demande pas, il se prend. Macron rêvait d'un règne sans partage, il s'est retrouvé spectateur de son propre mandat. Lecornu, lui, n'aspirait qu'à seconder, il a fini par dominer. En une seule journée, les rôles se sont inversés, et l'histoire, elle ne les réécrira pas. Cette démonstration de force restera comme une fable moderne. En démocratie, celui qui sait dire non au bon moment finit souvent par diriger celui qui a été élu pour dire oui. Et dans ce théâtre politique, Lecornu a compris la scène avant tout le monde. Mais ce n'était que le premier acte. La suite s'écrivait déjà dans les couloirs du pouvoir. 2 ans après la tempête politique, un rebondissement inattendu fait surface. En mars 2028, un ancien stratège de l'ombre dévoile un livre explosif dans les coulisses du pouvoir. À l'intérieur, une vérité glaçante, la démission de Lecornu, une mise en scène, rien de spontané, tout était calculé, affirme Jean-Baptiste Moreau, ex-conseiller à Matignon. Objectif, tester jusqu'où Emmanuel plierait sans rompre. Le masque tombait. Ce que l'on croyait une crise improvisée n'était qu'un coup de poker politique savamment orchestré. Le choc fut immédiat. Une partie du pays se sentit flouée, mais le pire restait à venir. L'enquête judiciaire relancée dans la foulée mit la main sur des enregistrements glaçants. On y entendait Lecornu lui-même sans filtre confier « Emmanuel est mentalement fragile. Si je le pousse au bord, il s'écroulera. » Un cynisme brut capté sans détour. L'image du chef efficace s'effondra. Lecornu, autrefois perçu comme l'homme fort, révélait un visage manipulateur. Résultat immédiat, 15 points dans les sondages. Ironie du sort. Macron, jusque-là victime silencieuse, voyait sa cote de sympathie grimper en flèche. Mai 2028, fin de partie pour Lecornu.
Après une énième altercation tendue derrière les murs de l'Élysée, le Premier ministre claque la porte cette fois pour de bon. Son remplaçant, Gabriel Attal, un visage plus consensuel, symbole d'un retour à l'ordre républicain, exit les jeux d'influence. Le temps des stratégies de l'ombre semble révolu. La République respire, temporairement. 3 ans plus tard, le calme est revenu. En apparence, Macron, lui, n'est plus tout à fait le même. Il a repris les rênes de la présidence, certes, mais à quel prix? Il voit des poignards dans chaque sourire, confie un intime. La trahison qu'il a vécue l'a transformé. Il a compris une chose essentielle, les pires coups ne viennent pas de ses adversaires, mais de ceux qui vous appellent « chers collègues » en réunion du matin. Et Sébastien Lecornu évaporé. L'ancien maître des horloges s'est replié sur sa terre normande, loin des projecteurs et des micros. Pas une déclaration, pas une apparition. Silence radio. Il récolte les fruits amers de ses propres manigances, soupire un analyste politique. Sa chute est aussi brutale que son ascension fut fulgurante. L'homme qui dominait l'État a perdu ce qu'il avait de plus précieux, la légitimité. Ce feuilleton restera comme un chef-d'œuvre ou un avertissement. L'art de retourner un pouvoir à son profit, Lecornu l'a maîtrisé. Mais comme dans toute tragédie politique, le jeu finit par se retourner contre son auteur. Dans une démocratie, les tours de passe-passe peuvent séduire un temps. Mais la vérité, elle finit toujours par frapper et quand elle arrive, elle ne fait pas dans la dentelle. L'épisode Lecornu-Macron s'imprime dans les manuels comme un cas d'école, celui d'un pouvoir détourné par la ruse et repris tôt ou tard par la réalité démocratique.